Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour détailler un cas d'investissement à travers le prisme de l'analyse fondamentale. Nous parlons ce soir du dossier Ralph Lauren avec Elisabeth de Saint-Léger à mes côtés, qui est associée et gérante chez Clartan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va présenter Ralph Lauren, mais c'est vrai que c'est une marque iconique, mondiale, je pense, que tout le monde connaît depuis des années maintenant, mais c'est aussi depuis 50 ou 60 ans, je n'ai pas la date précise, vous allez nous le dire, c'est aussi l'histoire d'un homme. Mais oui. Et d'une famille, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. Non, c'est vraiment le rêve américain, comme on l'imagine, parce que Ralph Lauren est vraiment un self-made man. Il est né aux États-Unis, dans une famille d'immigrés biélorusses. Il a grandi dans le Bronx. Ouais. Et il a très tôt lancé son affaire en vendant des cravates porte-à-porte. Au début, c'était... Voilà. Et puis en fait, on l'a rappelé, il a commencé à se faire connaître. Il a lancé son label en 67. Donc, lui, il avait 28 ans à peu près, donc très jeune quand même. Ah ouais. Il a lancé son label en empruntant $50 000. Et dans les années qui ont suivi, alors il a déjà lancé le célèbre Polo en 72. Ouais. Et puis après, il s'est emparé de la garde-robe des Wasps. Ouais. Il a été le pionnier du style Ivy League et il est parti à la conquête du monde. Et c'est pas seulement en fait le rival de Lacoste, parce qu'on pense Polo, on pense Lacoste, parce que en fait c'est aussi tout un vestiaire haut de gamme, très haut de gamme, même glamour. Quand on pense qu'il a habillé des stars, on pense à Robert Redford dans Gatsby le Magnifique, mais même jusqu'à plus récemment Taylor Swift, qui était il a habillé Taylor Swift. Ouais, en couverture de Time Magazine. Incroyable. Tout à fait. Et puis, bien sûr, il a aussi toujours cultivé les partenariats avec les sports chics. Ah oui. Donc, par exemple... le polo. Enfin, le polo. J'allais dire le polo, assez basiquement, oui. Voilà. Mais c'est, par exemple, Wimbledon, l'US Open, la Ryder Cup, et puis les JO. Pour la 9e fois, le comité des Jeux Olympiques américains l'a désigné pour habiller toutes les athlètes, tous les athlètes de l'équipe américaine. Pour Los Angeles 2028, c'est ça? Alors là, je sais pas c'est pas si pour le prochain, d'accord. Déjà été fait, okay. Mais Paris, et c'était la 9e fois. Et il est encore en contrôle de... Enfin, la famille est encore présente au capital, dans le management. Alors, on vit encore au rythme de Ralph Lauren, parce qu'il a plus de 80 ans aujourd'hui quand même. Il a plus de 80 ans. Il est moins en forme qu'il n'a été. Oui. Il a encore toute... sa prestance. Sa prestance et puis l'inspiration. Ouais. La famille a encore 35% du capital. Et beaucoup plus que ça, des droits de vote. Ah oui. 84%. Donc c'est complètement verrouillé, contrôlé encore par la famille. C'est très famille. Cela dit, il y a un seul des 3 enfants qui est impliqué dans l'affaire à l'innovation. D'accord. L'histoire de la marque, parce que vous l'avez raconté d'un mot, Elisabeth, mais c'est vrai que, alors, créée en 67, vous dites, il y a eu dans le passé récent quand même un risque ou un moment où la marque a peut-être failli s'abîmer. Oui. Mais c'est l'histoire de plein de marques, j'imagine. Donc, au tournant des années 2010, il y a quand même cette tentation de la massification du mass market qui se passe pas très bien. Et donc, il faut reprendre les choses en main. Il y a on peut dire, une crise de la quarantaine. Parce que, en fait, les ventes ont en effet triplé en un peu plus de 10 ans. Au passage, le lustre de la marque s'est un peu terni. Le contrôle des prix s'est un peu dilué. Les marges avec, et puis le cours a dévissé entre 2015 et 2017 de plus de moitié. D'accord. Donc c'est là, en effet, qu'est intervenu un grand plan de redressement avec 2 personnes qui ont été vraiment tout à fait clés dans la mise en œuvre et la réussite du plan. C'était en 2016 la nomination de la CFO, Jane Nielsen, qui vient de passer la main à son successeur.
Et puis l'arrivée aux commandes d'un nouveau CEO, Patrice Louvet, un franco-américain venu du monde de la grande consommation, puisqu'il avait fait carrière chez Procter. Le roi du marketing, quoi. Voilà. Et là, cet attelage nouveau a été extrêmement déterminé pour mener un plan qui consistait d'abord à recentrer et élever la marque. Donc par là, il faut entendre se concentrer sur les quelques marques iconiques qui font le succès et l'image, qui portent l'image de Ralph Lauren. Et puis mieux contrôler les prix. Ça passe par une réduction de la partie qui est vendue en grand magasin. Donc ça a été massif, 2/3 de réduction. On s'est coupé de certains réseaux, on a recréé un peu de rareté. Oui, exactement. Pour dire les choses. De désirabilité. Et on a gardé les premiums, bien sûr. Et puis, c'est aussi un recrutement de nouveaux clients qui sont prêts à payer, notamment les jeunes. Donc, savoir attirer les jeunes. Et puis, il y a eu aussi un plan d'économie. Donc, des mesures de productivité, c'est assez classique. Oui, ça c'est plus classique. La fermeture de points de vente qui était moins rentable, mais tout en continuant à investir. Donc, investir dans l'expansion à l'international et dans le digital. Intéressant. Comment est-ce qu'on fait en sorte que la marque ne s'abîme pas, qu'elle ne vieillisse pas aussi, avec les ressorts de nouvelles générations, millénials ou génération Z, qui sont très différents? Quelle a été la clé, la recette du succès de ce point de vue-là pour Ralph Lauren? Puisque vous dites que c'est une marque qui est appréciée des jeunes générations. Oui. C'est pas évident. Alors, de façon peut-être pas intuitive, en fait, ce chemin d'élévation de la marque, ils ont commencé par le faire en Chine. Où ils étaient en avance sur le digital et où ils avaient déjà fait tout un travail sur l'empreinte de magasins. Et ils ont utilisé les mêmes ressorts pour recruter des clients plus jeunes qui sont prêts à mettre le prix et surtout cultiver tout ce qui fait à la fois l'exclusivité, la relation de confiance que les jeunes apprécient, notamment à travers des outils digitaux et puis bien sûr. La présence dans des jeux vidéo, sur des plateformes comme Roblox, par exemple. C'est ça qui n'est pas évident, je trouve. Mais dès lors qu'en fait... D'être transgénérationnel comme ça, parce que quand on a vu une marque portée par ses parents, ses grands-parents, parfois on se dit, c'est peut-être pas le truc que j'ai envie de porter. Voilà. Et en fait, là, si. Et en fait, si, parce que dès lors qu'il y a un côté... exclusif, qu'ils arrivent à garder cette expérience client et à contrôler le prix, c'est en phase avec l'image de luxe qu'ils veulent garder. Le client type, c'est encore un homme. Vous disiez, il a habillé Taylor Swift. Oui. Est-ce que c'est aussi, pour Ralph Lauren, un univers féminin, j'entends, de développement? Alors, il y a des catégories dans lesquelles il y a encore pas mal de potentiel d'expansion. C'est notamment la garde-robe féminine. Mais c'est un axe stratégique pour eux? Oui, tout à fait. D'accord. Les accessoires aussi, donc la maroquinerie, qui sont des articles bien margés aussi. Et donc ça aussi, ça participe à l'élévation de la marque. Bon, qu'est-ce que ça donne en PNL? En sonnant. En chiffres. En chiffres, sonnant et trébuchant. En fait, surtout, nous, ce dossier, on le suit depuis très longtemps. Parce qu'en fondamental, ce qu'on aime, c'est une marque qui a été construite, un style, une image qui a été construite sur des décennies. Et c'est pas reproductible comme ça du jour au lendemain. Et qui est, comme on le voit, tout le temps travaillé. Et la dimension de rêve est toujours travaillée. Vous voyez les défilés, on dirait des films. Donc il y a cet univers qui est... assez unique, on peut dire. Oui, dans le textile, habillement. Il y a du pricing power.
et ils en ont fait la preuve. Et puis, il y a une situation bilancielle qui est saine. Et donc ça, en fondamental, ça donne les moyens d'agir, d'appliquer une stratégie pertinente. Donc ça, c'est, je dirais, c'est des attributs qu'on aime beaucoup et qui font que on en a une position depuis très longtemps dans un grand mandat avec une vision très long terme. Ouais. Mais on s'y est réintéressé de plus près quand on a vu les premiers fruits du plan. Oui, de cette transformation, de cette élévation de la marque, de cette stratégie d'élévation de la marque. Parce que c'est quand même très spectaculaire. Donc l'élévation de la marque, donc les prix, c'est quelque chose de l'ordre de 60%. Par ces actions qui ont été menées de sélectivité de la distribution, d'expansion dans les bonnes catégories, d'extension de l'offre sur les marques haut de gamme. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire. Et donc, en 2022, on a eu les premiers fruits et on a eu confiance donc, pour la suite. Et on a renforcé dans notre grand mandat et on a initié une position dans un des fonds Clartan Flexible. J'ai revérifié, effectivement, on a commencé la position à $92. Ouais. Aujourd'hui, on est à 190. C'est au plus haut quasiment. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a vraiment eu un chemin qui a été parcouru et qui est reconnu en bourse. C'est une histoire stand-alone pour Ralph Lauren, l'avenir, ou est-ce que ce sera compliqué ? Alors, on peut toujours se poser cette question. Effectivement, quand il y a un tel attachement à un dirigeant vieillissant, même s'il reste très alerte. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on garde la position aujourd'hui ? C'est que on voit que certes, il y a eu un gros chemin qui a été fait, un re-rating qui a commencé, un élargissement des marges, mais il y en a encore sous le pied. D'accord. Ce vent-là, il est toujours porteur. Ce vent-là, il est toujours porteur. Il nous reste 30 secondes, Elisabeth. Voilà. On voit que dans un univers où le luxe a du mal, en Europe, là, il y a un contre-exemple. En Europe et en Chine, Ralph Lauren est en croissance. Ouais, je comprends. Donc on pense que ils ont vraiment trouvé leur position. Et après, on voit aujourd'hui d'autres sociétés du luxe dans lesquelles des grands groupes prennent des participations. Bon. C'est pas exclu, mais en tout cas, ils peuvent continuer un chemin en stand-alone. Même sans être adossés à un grand groupe, ils ont du vent dans les voiles encore aujourd'hui dans ce secteur-là. Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth de Saint-Léger qui est avec nous, associée et gérante financière chez Clartan, pour évoquer ce dossier. Ralph Lauren, voilà donc pour Smart Bourse ce soir. Bon week-end, on se retrouve lundi sur Be Smart for Change à 17h en direct.